Hello à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les Néhémies, le podcast où l'on part tous les deux à la rencontre d'entrepreneurs, de leaders, d'artistes inspirés qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et la joie de te présenter un tout nouveau profil sur ce podcast, c'est celui de David Bonhomme. David Bonhomme, je ne sais pas si tu le connais. En tout cas, pour t'expliquer très rapidement, c'était vraiment important pour moi de pouvoir te le partager et pouvoir te le présenter lors d'une discussion parce qu'il a eu un impact vraiment très fort dans mon projet entrepreneurial il y a maintenant 3 ans. Et depuis le début du podcast, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de pouvoir te le partager son expérience. Pour t'annoncer un peu la couleur, David Bonhomme, c'est plus de 300 leaders, organismes, projets accompagnés depuis déjà une dizaine d'années avec son agence de communication Progressif Média. Et il est également le fondateur des blogs Leaders Chrétiens, le mari de Hélène Bonhomme, qui est elle-même la fondatrice du blog qui marche très très bien en ce moment, Les Fabuleuses. Il a également 2 enfants. Voilà, donc c'était pour moi un profil qu'il fallait vous présenter pour tous ces aspects-là, que ça soit entrepreneurial, relationnel, dans le mentorat et dans le marketing, communication, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Pour t'annoncer un peu comment ça va se passer et quel sujet on va avoir, on va déjà commencer par parler de son parcours, ses études. Lui a commencé à 21 ans, donc a commencé aussi très jeune. On va parler donc du sentiment d'être illégitime, de commencer peut-être avec les personnes autour de nous qui nous disent que voilà, c'est peut-être pas possible, sachant que lui s'est lancé avec son agence de communication chrétienne, donc travailler avec des chrétiens, alors qu'on lui a dit que certainement ça ne pouvait pas fonctionner. On va parler donc du rôle de la folie dans l'entrepreneuriat également. On va discuter pendant quelques temps d'un sujet très intéressant qu'est les relations, le cercle des relations pour avancer. On va parler du mentorat et une question très pertinente qui est de comment se connecter avec des personnes du coup très haut level, des personnes qui ont un level bien au-dessus de nous et comment pouvoir aussi faire en sorte d'apprendre de ces personnes, de se rapprocher de ces personnes, nous qui sommes peut-être assez loin ou qui avons un peu l'impression d'être peut-être trop loin pour accéder à ces personnes. On va parler évidemment et sans doute de la communication et surtout d'un point très important de la communication. On va voir qu'en fait la communication c'est pas en soi très difficile si on valorise et du moins si on prend en considération le point qu'on va voir aujourd'hui pendant ce podcast. Donc je t'invite forcément à prendre le temps de l'écouter en entier, de te poser peut-être en plusieurs fois, etc. Mais de prendre le temps d'écouter ce podcast en entier pour tous ces aspects-là qui sont vraiment le fruit de plusieurs années d'expérience pour David. On va voir également son enfance, le rôle de la foi, etc. Enfin bref, ça va être vraiment un podcast qui est vraiment très 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 intéressant. Et aussi, petite précision, c'est le premier podcast de la chaîne qui s'est fait à distance. Donc voilà, j'étais très frustré parce que c'est la première fois que pour moi je faisais une interview à distance, donc j'avais pas les gestes, je voyais pas la personne devant, etc. etc. Donc bon, c'était assez difficile, donc prenez-le en considération en écoutant ça. J'aurais peut-être l'air un peu plus stressé ou alors peut-être juste un peu moins à l'aise ou voilà, c'est la première fois à distance, mais en même temps je trouve que si je veux être plus productif et vous proposer plus d'interviews, je vais devoir commencer malheureusement, mais aussi heureusement, à faire des interviews un peu plus à distance. Mais bon, je pense que le contenu reste bon et on continue à progresser ensemble. Donc c'est une bonne chose. Et écoute, avant de te souhaiter une excellente écoute à toi, n'oublie pas de laisser un avis sur iTunes, ça booste vraiment le podcast. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais ça le fait monter dans les rankings, donc forcément les Néhémies prennent plus d'ampleur, touche plus de monde et fait progresser plus de monde. Donc je t'invite forcément, si ça t'a béni, si le podcast tu l'aimes, soit de me poster un commentaire parce que c'est vraiment très encourageant et je vous remercie pour tout le soutien que j'ai eu sur le dernier épisode de Love Marketing, entre parenthèses aussi. Mais voilà, n'oubliez pas de laisser un avis sur iTunes, de préférence 5 étoiles, et de vous abonner à la newsletter si vous voulez être tenu au courant des prochains podcasts, et surtout si vous voulez recevoir du contenu inédit sur de la communication, du marketing, avec une perspective spirituelle et tout simplement chrétienne. Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt. C'était Clément. Ciao.
Eh ben c'est un plaisir pour moi de t'avoir enfin sur le podcast. T'es pas gagné avec les problèmes que j'ai eu hier de transport, etc. Mais on y est. Mais là on y est enfin. Ouais. Alors je te fais un petit brief de comment ça se passe habituellement pour que tu puisses un peu voir la direction qu'on va voir, et puis après je vais te présenter et tout, etc. Alors c'est très simple, comme je t'ai un petit peu expliqué avant. Le principe de ce podcast, c'est vraiment très authentique. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de laisser place à la discussion sans forcément diriger les questions à fond. Donc, moi, j'ai préparé des thématiques plutôt, et j'ai un peu une ligne directrice sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse discuter avec différents points. Voilà, l'objectif, c'est voilà que tu puisses te sentir libre si tu as envie de parler de quelque chose, même si je t'ai pas forcément posé cette question, ou ici un point qui te vient. Après voilà, c'est juste, peut-être ça sera pas le cas, mais si jamais c'est le cas, le but de ça, c'est vraiment liberté, et on voit comment ça se passe, quoi. Parfait, ça me va. Eh ben écoute, je vais te présenter rapidement David. David, pour moi, c'était super important de pouvoir t'avoir un jour sur le podcast, parce que t'as beaucoup tu faisais partie des personnes qui ont vraiment investi dans mon projet il y a 3 ans. Et c'est surtout un des points que je vois beaucoup dans le podcast l'ennemi, le projet là où ça m'a conduit, etc. Et voilà, pour te présenter un peu, et je pense que tu te représenteras après, tu le feras encore mieux que moi. Tu es papa de 2 enfants, Adelin, Roman. Tu as 32 ans si je me trompe pas. Il est pas encore, je vais les avoir. Ah ok. Ouais, j'ai vu ça sur Facebook, je me suis dit soit t'as 31, soit t'as 32, quoi. Et tu es le mari de Hélène Bonhomme, qui a fait le blog Les Fabuleuses. Exact. Qui touche les mères célibataires. À côté de ça, donc tu habites à Bordeaux et tu es directeur avec Thomas Guise depuis à peu près 10 ans de l'agence de communication Progressif Média, ouais. qui maintenant est située Bordeaux, Paris et Marseille, avec une équipe à peu près une dizaine de personnes. 14 personnes exactement. Et puis même que vous êtes un peu en train de grandir en ce moment, quoi. Exact. Voilà, ça c'était ma présentation un peu théorique, mais est-ce que toi tu te représenterais de façon un peu plus fun, un peu plus personnelle, pour ceux qui ne te connaissent pas? Là, alors qu'on parle, j'attends un 3e qui va arriver dans 1 mois, 3e enfant, donc j'ai agrandi la famille, donc ça c'est trop cool. Grave. Ensuite, j'ai un peu 3 casquettes aujourd'hui. J'ai l'agence de communication que j'ai commencé il y a 12 ans, donc ça c'est ce qui m'habite principalement. J'ai le projet, comme tu l'as très bien dit, de ma femme. Alors, c'est pas pour les mères célibataires, c'est pour les mères qui soit elles travaillent, soit sont à la maison. Et c'est un projet qui a commencé tout simplement et qui est devenu un truc massif, parce qu'aujourd'hui, c'est 4 salariés, c'est des conférences, présence dans les médias. Donc ça m'occupe aussi une part de mon temps. Et ensuite, j'ai une 3e casquette en fonction du temps, qui est plutôt le côté activer les visions des gens, les encourager en partageant mon expérience d'entrepreneur, de communicant, de leader. Et donc toi, tu as été un des premiers aussi à avoir bénéficié de ça avec les week-ends que j'avais fait, week-end coaching. L'idée, c'est de pouvoir transmettre ce que moi j'ai pas eu le privilège d'avoir à mes débuts, ce côté les expériences que j'ai pu accumuler et que j'ai accumulé à la dure, j'ai envie de pouvoir les partager. Donc voilà un peu ma présentation rapide, un peu plus en détail, je dirais. Ah, super cool. C'est bien que tu m'aies relevé pour le blog de Hélène, parce que ça c'est un de mes gros problèmes à chaque fois. Comme le seul exemple que j'arrive à trouver quand je parle d'entrepreneuriat, c'est ceux qui touchent les mères célibataires, que du coup dans ma tête c'est sorti tout seul, quoi. Pas de souci. Mères célibataires. Ça marche super. À chaque fois avant de faire une interview, je fais un peu un travail d'enquête et tout ça. Je lis un peu tout le contenu de la personne, etc. Je me renseigne un maximum. Et ce que j'ai vu qui pourrait être intéressant, l'axe qu'on puisse voir un peu tous les deux, c'est et du moins le point de départ un peu. Et j'ai pas beaucoup trouvé d'ailleurs de contenu sur ça. Avant de parler un peu de tous les projets que tu mènes, un peu toute la vision que tu as eue et un peu tout ce que tu as fait, qu'on aille un peu à la source et que on fasse un peu une rétrospective sur le petit David quand il avait 10-13 ans, et un peu le cadre familial dans lequel tu as grandi, un peu ta personnalité à ce moment-là, un peu ta vision de voir les choses à ce moment-là. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse voir un peu ce point-là avant, comme ça on pourra voir un peu d'où t'es parti, pour voir un peu
les différents cheminements que tu as eu. Comment tu décrirais un peu le petit David de 10-13 ans? 10-13 ans, j'ai eu une famille, donc un papa qui est devenu pasteur. À 10-13 ans, je crois que mon père venait de finir sa formation d'école biblique. Okay. Et il venait d'avoir passé, je pense, les plus gros défis de sa vie. Alors, c'était pas de l'entrepreneuriat, mais pendant cette période-là, il m'a appris, je crois, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est cette notion de foi. Parce que il est parti en Suisse se former, il a emmené toute sa famille alors qu'il n'avait pas le droit pour des raisons de papier. Et lui, il a dit, je vais pas aller me former sans emmener ma famille. Donc du coup, je me souviens très bien, première fois, on part là-bas en voiture et on est bloqué à la frontière où la frontière nous dit non, vous n'avez pas le droit de rentrer avec les enfants. Et je me souviens très bien, on se gare sur le côté et mon père dit avec mon frère et ma mère, il dit on va passer, vous en faites pas, on va passer. On avait toutes nos affaires dans la voiture, on avait vraiment, mon père avait coupé les ponts, donc il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Et il dit, vous allez voir, Dieu va permettre qu'on passe. Et on y retourne une deuxième fois, on est bloqué, on y retourne une troisième fois, et là, il nous laisse passer parce qu'il y avait un nouveau gars, un nouveau douanier. Et en fait, après, pendant les 3 années qui ont suivi, mon père, il n'avait pas les finances pour payer l'école, et il lui avait dit, OK, tu peux venir faire l'école, et durant l'année, tu vas trouver une solution pour payer. Et en fait, à chaque fois, c'était des pas de foi. Et en fait, c'est pendant 3 ans, on a vécu beaucoup de défis de foi où à des moments on n'avait pas à manger. Mes parents avaient pas de moyens. Et j'ai vu plein de situations où en fait, il y a eu vraiment de la foi qui s'est activée. Je me souviens une fois d'être rentré le matin, mes parents disaient, alors je les entendais, ils me le disaient pas à moi, mais je les entendais parler qu'ils n'avaient pas d'argent. On revient le soir, il y avait des billets scotchés devant la porte, des gens qui nous amenaient à manger. Et je crois que pendant ces 3 ans, ça a été les 3 ans qui ont eu le plus d'impact dans ma vie parce que c'est là où j'ai vu en fait que quand tu te lances dans des projets fous, que tu mets ta foi en action, il se passe des trucs incroyables. Donc moi j'ai grandi dans ce contexte-là, à voir, mais c'était pas théorique, c'est pas on l'a enseigné, c'est je l'ai vu. Que en fait tu peux activer des choses de fou. Ça veut pas dire que c'est facile, mais il peut se passer des miracles en gros. Donc j'ai vécu pas mal de miracles en voyant mes parents et ça a bâti en moi une confiance que peu importe les projets, quand tu actives ta foi, il se passe des choses assez incroyables. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que mes parents ont beaucoup déménagé. Et un des défis que j'ai toujours eu, moi, c'était de réussir à m'intégrer dans des groupes. Donc, étonnamment, en tant qu'enfant, j'ai toujours eu du mal à m'intégrer. Enfin, je dirais pas j'ai du mal, parce qu'en fait, je trouvais toujours un moyen de m'intégrer. Mais ça a été un des gros défis de réussir à me faire des relations, parce que je changeais tout le temps d'endroit et les gens ils avaient déjà des groupes d'amis. Donc moi, j'étais toujours un peu le nouveau. Donc ça, je pense, ça a été un des défis qui s'est mis devant moi. Donc je pense que si tu regardes mon enfance, tu pourrais pas imaginer le parcours que j'ai aujourd'hui. Mais en même temps, les choses pas évidentes que j'ai vécues ont fait de moi ce que je suis, avec cette envie de connecter, cette envie de voyager, cette envie d'inclure les gens, de les aider à s'épanouir, parce que je pense que moi-même j'ai pas été inclus dans plein de groupes et tout ça. Donc je pense que cette faille-là m'a redonné envie de changer la donne. Et toi, tu dirais ta perspective du coup, quand t'as vu un peu tes parents et tout, parce que c'est super intéressant ce que tu me disais là, quand t'as vu un peu tes parents faire des actes de foi, etc. C'était quoi ta perspective toi dans ta tête de 10-13 ans quand tu voyais ça? Une très bonne question. Je pense que je prenais pas conscience de ce qui se passait et je le vivais, je le vivais comme un. Je le vivais un peu comme un. Je sais pas comment, peut-être pas comme une leçon, mais comme j'étais spectateur. Donc moi, mes parents m'ont pas forcément intégré dans le truc. C'est juste ils vivaient leur truc. Je pense que c'était tellement intense émotionnellement pour eux qu'ils en parlaient et ils ont pas voulu nous cacher ça. Je sais pas si c'était intentionnel ou pas de leur part, mais en tout cas pour ma part, je pense pas que j'étais en galère ou dans la peur ou quoi. Je vivais la chose. J'étais spectateur et en même temps acteur.
parce qu'on vivait les choses. Donc, je ne saurais pas te dire si mes émotions, ce que je vivais à ce moment-là, non, je ne saurais pas te dire. C'est juste que après coup, ça m'a vraiment consolidé. Tu me parlais du fait que tu as été amené du coup à beaucoup déménager et quelque part, vu que c'était pas ta force, quelque part, ça t'a forcé aussi à développer un peu ce caractère à devoir t'ouvrir à d'autres nouvelles personnes, etc., à sortir de ta zone de confort, etc. Donc c'est super intéressant de voir aussi que à la base c'est ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on dirait du moins d'extérieur que c'est plus forcément une difficulté pour toi de le faire. Je sais pas si aujourd'hui, entre parenthèses, ça reste une difficulté pour toi de le faire. Je dirais que quand tu es enfant, tu sais, les enfants, ils ont... moi, je pense qu'en tant qu'enfant, j'ai toujours aimé discuter et tout, donc c'était pas un défi forcément de parler avec les gens. Okay. C'est un défi que les gens, ils ont déjà leurs copains, ils sont déjà dans leur groupe, donc il faut réussir à s'intégrer. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce truc-là, c'est cette force que j'ai dû développer pour m'intégrer dans des groupes, rencontrer des nouvelles personnes, c'est devenu une de mes forces. Je dirais pas que je le fais naturellement. J'aime rencontrer des gens et j'aime networker et voyager. Après, ce côté intégrer des groupes, tu sais, quand tu es dans des soirées networking, tu connais personne, ça reste un défi. Mais je crois que il y a très peu de personnes pour qui c'est vraiment un plaisir. Tu as des gens, quand tu regardes le test de personnalité, le Strength Finder, là, les 5 forces, tu as certaines personnes dans leurs forces, ils ont, ça s'appelle charisme, et en fait, ils ont cette tendance naturelle à aimer rencontrer des nouvelles personnes, ils se nourrissent de nouveaux contacts. Donc, moi, j'ai pas ça. Donc, si je me retrouve dans un endroit où je connais vraiment personne, ça reste un défi. Mais après, je suis capable de me programmer et de dire, allez, c'est bon, vas-y, David, sors ta zone de confort et va rencontrer des nouvelles personnes. Ah, c'est grave intéressant parce qu'effectivement, il y en a plein qui peuvent écouter et se dire en général quand tu vois des personnes qui networkent énormément, ils se disent ouais mais ces personnes-là c'est une facilité pour eux et donc ils le font naturellement. Mais que tu appuies bien sur le fait que pour toi ça reste quand même un challenge et que ça reste quand même un effort intentionnel de ta part de le faire, c'est super intéressant. Après c'est sûr que comme tu dis il y a des personnalités, enfin moi je pense aussi qu'il y a des personnalités qui ont cette facilité, enfin du moins ce truc naturel de le faire sans quasiment d'effort et qui même trouvent leur énergie en le faisant. Il y a des très bons exemples, même ceux qui sont passés sur le podcast. Mais comme tu dis, je pense aussi que la majorité, moi j'en fais énormément partie, ça reste un challenge et ça reste intentionnel de le faire et de sortir un peu de son confort pour le faire. Je pense que souvent par rapport à notion de réseau, si là je pouvais donner un conseil là-dessus, c'est que on est très focalisé sur est-ce que la personne va m'apprécier, est-ce que je vais avoir l'air d'un con en gros en la rencontrant, est-ce que je vais dire une bêtise, et on est très centré sur nous-mêmes. Et moi, ce que j'ai essayé de mettre en place, et je l'ai fait instinctivement, mais avec du recul, je me rends compte que c'est une clé, c'est que les rencontres que j'ai fait, j'ai toujours essayé d'apporter de la valeur aux gens que je rencontrais. C'est-à-dire, en gros, c'est très rarement où j'ai rencontré quelqu'un en disant ah bah tiens, on peut juste prendre un café. Ça, c'est pas un truc que je fais. Je fais souvent, avec tout début, quand j'étais encore étudiant, j'avais monté un blog qui s'appelait Jeune ADSL, je me rappelle. Et après, ça s'est basculé, c'est devenu Progressive Culture. Donc déjà à l'époque, j'étais dans l'ambiance progressif, qui est le nom de ma boîte aujourd'hui. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de connecter avec quelqu'un, je lui disais j'aimerais bien faire une interview de toi, ou j'aimerais bien mettre ta musique sur mon site. En fait, j'ai toujours essayé de rencontrer des gens, et quand je les rencontrais, c'était rarement pour essayer de prendre quelque chose. J'étais tout le temps en train d'essayer de donner quelque chose, et ensuite, bien sûr, dans le processus des discussions, j'en profitais pour poser plein de questions et apprendre des gens. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je dirais, dans mon networking, c'est d'être quelqu'un qui apporte dans la relation et qui prend pas. Souvent, moi, je vois les gens, ils viennent et ils disent est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se prendre un café, et souvent ils vont être dans une logique où ils viennent prendre. Ça va me demander du temps, ça va me demander de l'énergie, et en fait, là, dans ces moments-là, c'est à moins d'être vraiment disposé, c'est compliqué. Comme toi, par exemple, là, tu me proposes une interview, mais tu m'as proposé de venir. Moi, j'étais assez impressionné. Je me suis dit, waouh, il est carrément prêt à venir sur Bordeaux. Et moi, j'ai trouvé ça comme une marque
une marque d'engagement, et je me suis senti valorisé. Alors que la plupart des gens, ils me disent ouais, est-ce que tu pourrais, si tu viens dans la région, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et en fait, ils font pas d'efforts, ils investissent pas dans la relation. Et moi, je pense que ça, c'est une clé. Pour tous ceux qui nous entendent et qui sont défiés, ils savent que c'est important de faire du réseau, de rencontrer de nouvelles personnes, mais ils ont un peu peur. C'est tourner votre switch mental et ne soyez pas dans une logique. Je veux que la personne elle m'aime et j'ai besoin d'apprendre d'elle. C'est comment moi, à mon petit niveau, je peux déjà apporter quelque chose. Ça me parle énormément. En plus, c'était un des sujets, je crois. Tu avais fait un article sur ça, il me semble, sur ton blog, pour faire un petit lien qui devait parler de comment justement tu avais créé ton réseau. Et c'est un point que j'ai personnellement essayé après la lecture de l'adopter. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais proposé ça. Et c'est vraiment cette démarche, ouais, comme tu dis, d'essayer quoi qu'il arrive quand tu contactes même quelqu'un souvent de plus influent ou qui a tout simplement moins de temps que toi et auquel il peut t'apporter quelque chose, de toujours réfléchir premièrement, comme tu viens de le dire, auquel je peux proposer en échange, qu'est-ce que je peux lui apporter avant de le contacter. Et même ce fait là que tu disais un truc qui est super intéressant, et je pense que tous ceux qui écoutent, et on est jeunes, on doit le mettre en place avant de contacter n'importe qui, de lire déjà de tout sur la personne, essayer de voir un peu le contenu qu'elle a déjà créé pour éviter de reposer les mêmes questions que quelque chose qu'elle a expliqué. C'est comme si je sais pas, je suis venu te voir et je t'ai dit qu'est-ce que c'est un entrepreneur chrétien, alors que tu as fait 10 articles sur ça. Ça aurait été un peu bizarre, hein, c'est clair. Il y a aussi une perspective juste que je me suis dit ça serait cool. Là, quand tu parlais tout à l'heure, t'avais la perspective de tes parents mais la perspective, alors je pense plus vers tes 15-16 ans, sur l'avenir, c'était quoi? Sur ton projet, sur ton ministère, sur ton appel, tout ça. À 16 ans, comment tu voyais un peu les 10 prochaines années? Moi, j'ai 3 phases. J'ai une phase d'enfant à fond avec mes parents et un peu innocent, donc très sensible dans ma spiritualité. Ensuite, après, mes parents m'ont mis dans un collège, un des plus chauds de Nice, donc j'étais vraiment dans le ghetto. Okay. Du coup, là, j'ai changé complètement parce que tu es dans un environnement où en fait ça parle bagarre, drogue, tout ce qui tu passes d'un stade d'un enfant ou avec des gars qui ont redoublé 3 fois dans ta classe. Et donc du coup, là, j'ai eu toute une phase où ça a vraiment développé mon caractère, mais plutôt de combattant. Parce que tu te retrouves dans des contextes. Moi, j'ai toujours été petit, par exemple, à l'école. J'ai grandi tard. Et du coup, j'étais toujours le petit du groupe et tout. Donc, ça a demandé une énorme énergie intérieure pour pouvoir faire ma place. Et ensuite, après, j'ai eu une 3e phase avec la découverte, en gros, de Hillsong. En fait, je me souviens que mon père m'a fait découvrir Hillsong, donc ce groupe de louanges. Et en fait, j'ai vu la musique en tant que telle m'a plu, mais il y avait un documentaire qui racontait leur histoire, et c'était Hillsong United, donc la jeunesse, comment ils étaient passés de rien à ce qu'ils étaient devenus, et il y avait toute une explication en fait des étapes. Et à ce moment-là, moi j'ai eu c'est vraiment une genre d'épiphanie, tu sais, c'est un moment de révélation, et je me suis dit mais en fait moi j'ai envie de faire ça. Et à partir de là, je me suis investi dans un groupe de jeunes, et en fait j'ai vraiment basculé à ce moment-là. C'est assez surprenant, c'est que je suis passé d'un jeune qui pensait qu'à soi et qui faisait sa vie de jeune, jeune normal. En voyant ça, je me suis dit, mais j'ai envie de me mettre en mouvement, et je me suis mis à m'investir, je me suis mis à apprendre, à me former, et ça a été comme un révélateur de ce que j'avais envie de faire. Et donc, ça a été hyper bénéfique. Donc là, je suis rentré dans ma 3e phase, je dirais, à ce moment-là, vers les 19 ans, 18 ans, je dirais. Je suis passé dans cette phase-là. Mais voilà, donc ça, c'est mes 3 phases. L'enfant gentil, la racaille, en gros. Et ensuite, après, le jeune qui essaye de devenir un leader, où j'ai commencé à développer le leadership. J'avais jamais entendu parler de tout ça, mais qui a développé un peu ses compétences de leadership via le groupe de jeunes. Ah, je vois, ça veut dire déjà très jeune, c'était ça. Mais du coup, par rapport à cette perspective, tu parles de la 3e phase où tu as commencé à développer ton leadership. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, je vais faire comme ils sont, je vais créer un truc nouveau, ou alors tu t'es plutôt dit, je vais devenir pasteur dans mon église ou Alors moi, la notion de pasteur, c'est jamais un truc qui m'a branché.
parce que je connais les coulisses, ayant un père pasteur, je connais les difficultés que tu as là-dedans. Moi, je me suis toujours dit, j'ai envie de réinventer la manière de faire l'église, en fait. C'était surtout ça. Et c'est venu surtout d'un énorme décalage entre ce que je vivais et puis quand j'en parle à mes amis. Et moi, j'ai toujours été très à l'aise de parler de ce que je vivais. Mais quand je les emmenais à l'église, il y avait un énorme décalage. Donc, du coup, j'ai toujours voulu remplir le gap entre ce que je vivais et ce que je partageais. D'accord. Et comment à ce moment-là tu mettais un peu en place ça? Est-ce que c'était justement au travers de la com que tu as commencé un peu à changer un peu cette image ou la com, ça a été autrement? ça a été un des éléments. Je raconte souvent cette histoire quand je fais mes talks ou mes pitchs. C'est la première fois où j'ai donné un flyer pour un événement de l'église à un copain. C'était fait par un monsieur qui devait avoir 55 ans dans l'église. Et c'était vraiment un word dat, tu sais, genre les trucs dégueulasses. Ouais, Et je file ça à un copain et je me souviens de sa tête, mais vraiment, genre, mais qu'est-ce que tu m'invites à un truc comme ça? Tu vois, genre, il y avait vraiment un décalage entre moi, jeune, actif, et puis ce à quoi je l'invitais. Je pense que là, ça a été un déclic. Donc, la com, c'est un petit peu, mais j'ai mis du temps à maîtriser les outils de communication. Je me souviens de mon premier flyer, je l'avais fait sur... c'était un logiciel je sais pas si c'est de PC, mais vraiment même pas de, je me souviens, Paint, voilà, je l'avais fait sur Paint. Ouais, Et le truc, mais vraiment dégueulasse, et j'étais tout fier. Je dirais que la com a aidé, mais c'est surtout, je dirais que j'ai essayé d'embarquer un groupe de jeunes, mais quand je le raconte maintenant, ça fait très leadership, vision et tout, mais sur le moment, je me souviens, j'ai regardé ce DVD. Ensuite, après, j'ai le semaine d'après, DVD, donc ils sont United, je l'ai montré aux jeunes et j'ai dit, les amis, on va faire ça. Et moi, j'étais ni le leader j'étais pas du tout en position de leadership. Je me souviens très bien, ils étaient tous silencieux. Il y en a une qui a dit à la fin, impossible, David, tu rêves, c'est n'importe quoi. Et ça m'a mis le doute. Et après, j'ai dit, je m'en fous que tu aies envie ou pas, moi, je vais le faire. Et c'était plutôt concentré sur les activités. C'est-à-dire, en gros, la com, c'est un truc, mais si ton programme, il est nul, ça n'a aucun intérêt d'inviter les gens à un truc nul. Tu peux faire la meilleure com pour un resto, si la bouffe, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Donc, moi, je dirais, je me souviens d'ailleurs, j'avais un ami qui avait lancé un restaurant, donc ça, c'était un peu plus tard. Et une fois, il avait fait de la pub sur Groupon, donc super pub. Et là, il s'est retrouvé avec des centaines de gens qui sont venus en l'espace d'une semaine. Mais sa cuisine, elle était pas bonne. Du coup, en fait, il a perdu toute crédibilité. C'était encore pire après. Donc moi, au début, ma focalisation, c'était faire en sorte que le groupe de jeunes déchire. Donc on faisait plein de jeux, on organisait des genres de Koh-Lanta, c'était mythique Koh-Lanta. Après, on a commencé à monter en niveau. On faisait des événements dans des boîtes de nuit, on louait des boîtes de nuit et on faisait des événements là-dedans. On a été dans le campus étudiant, on louait les super salles et tout ça. En fait, on n'avait pas d'argent de l'église, c'était que nous étudiants, on mettait notre argent personnel là-dedans. Donc en gros, je me suis toujours concentré sur l'événement en tant que tel. On allait choper des canapés, on récupérait, on faisait Donc je me suis concentré sur le produit. La com, c'était une conséquence, je dirais. Parce que j'ai le sentiment que souvent, et je pense que, je sais pas si t'es souvent contacté pour ce genre de choses, mais souvent peut-être on te contacte pour faire connaître un événement ou faire connaître un truc, et que c'est vrai que quand tu regardes le fond de l'événement ou tout, il est assez classique. Il y a pas forcément c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Parce que j'avais le sentiment quand tu dis ça, j'ai le sentiment, c'est vrai que aujourd'hui on a beaucoup appuyé sur la com vu que ça vient d'arriver et tout dans les églises maintenant. À l'époque où t'as commencé, vous étiez un peu les pères de ça, parce qu'il y avait personne qui communiquait, mais ou de façon très mal. Et maintenant du coup on est tombé un peu dans l'inverse, j'ai l'impression. Après peut-être c'est une impression. Où on veut du coup communiquer parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont sortis. On a vu qu'il faut être absolument sur Facebook, on a vu qu'il fallait être absolument sur les réseaux sociaux, dans Instagram, et du coup on a essayé de communiquer un peu à fond sans du coup oublier la forme, le contenu même de l'événement, quoi. C'est ça. Quand j'ai commencé, il y avait 2 graphistes qui étaient là. Il y avait un gars qui a Eudustri et il y avait Atomic Studio. Qui faisait ça de manière ponctuelle, des graphistes hors pair. D'ailleurs, ils ont continué. Atomic Studio maintenant il a fait McDo, il bosse pour Nike, il bosse pour des énormes marques.
Donc il était déjà très bon. Mais par contre, ce qu'il disait, c'était déjà il était dégoûté parce qu'à chaque fois ça se passait mal. Et c'était très mineur. Je me souviens quand j'ai commencé à en parler, j'avais quelqu'un de graphiste qui avait 10 ans de plus que moi, qui vivait de ça. Quand je lui avais parlé de ça, je lui ai dit, j'aimerais aider les églises. Il m'avait dit mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Donc en effet, le début, il y avait pas de sensibilisation, je dirais là-dessus. Ils voyaient pas l'intérêt. Maintenant, les gens voient l'intérêt. Maintenant, en fait, c'est comme si on met la charrue avant les bœufs. C'est que les gens s'imaginent que parce qu'ils vont communiquer, ça va remplir leurs événements, ça va permettre d'avoir un impact, alors qu'en réalité, la communication, c'est la résultante d'un bon produit, en fait. Une bonne com, en fait, si le produit est pas bon, c'est la pub mensongère. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi, je me suis mis à faire un blog et à faire un peu du leadership et tout, parce que je me suis rendu compte que tu peux avoir la meilleure com du monde si en fait t'as pas un bon produit et un bon leadership, ça marche pas. Maintenant, pourquoi les gens veulent faire de la com? Parce qu'en fait c'est extérieur. C'est-à-dire, en gros, quand tu dis à un leader, c'est quoi le problème? Il va dire c'est la com, on a besoin de mieux communiquer. Mais ça va être très dur pour lui de dire non, en fait c'est juste moi qui suis pas bon ou qui suis pas prêt, ou tu vois, et tu vois, c'est comme je sais pas si tu as déjà regardé des émissions de Gordon Ramsay que je mets en cuisine. Quand il arrive, à chaque fois il demande au cuisinier qu'est-ce qui se passe, et le cuisinier il dit en fait les gens ils adorent mes plats, c'est un problème de communication, c'est un problème de marketing. Et en fait du coup les gens vont et lui tout son travail ça va être de dire en fait ta cuisine elle est nulle mais tu t'en rends pas compte. Et je pense que c'est souvent ça, pour aller dans ton sens, c'est que les gens se disent on va faire de la com parce que c'est extérieur. Tu vois, c'est comme les églises qui investissent dans le matos de son à fond, mais ils sont nuls en louange. Mais ils se disent, quand on aura du bon matos, on aura une bonne louange. Mais en fait, ça n'a rien à voir. La technique, que ce soit la louange, que ce soit l'image, en fait, c'est des conséquences d'un bon produit. Donc je te rejoins vachement là-dessus. Moi, tu vois, le bon exemple, l'église où je suis aujourd'hui à Momentum, ici à Bordeaux, en fait, ils ont fait très peu de com pendant des années. Ils étaient quasiment pas connus, voilà. Par contre, l'église, ils étaient déjà 1000 et ils avaient quasiment pas communiqué. Alors, ils avaient un site et tout, mais ils faisaient quasiment rien sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de vidéos, il y avait rien. Ils étaient inconnus. Et je me souviens la première fois où moi je suis allé visiter l'église, j'avais même pas visité l'église parce que l'église pour moi en fait je savais même pas ce qu'ils faisaient. J'avais juste rencontré le pasteur et j'étais dans la région et il m'a dit tiens je vais te faire visiter. Et là j'ai halluciné. Mais en fait, le produit, il était, enfin, si je parle business, il était incroyable. Et en fait, quand on a commencé à faire de la com, quand je suis arrivé, on a revu, il y avait déjà des choses, parce qu'il y avait un gars qui était incroyable, qui s'appelle Stéphane Torregrossa, qui faisait déjà du bon travail. Il avait fait une pause pendant un temps. Et quand moi je suis arrivé, en fait, ce qui se faisait était déjà dingue. Donc, quand on a commencé à communiquer autour de ça, en fait, ça a juste amplifié fois 1000. C'était comme une révélation, tu vois. Les gens découvraient un truc incroyable. Ouais, je vois. Ouais, c'est super pertinent, ça, de fou. Bon, juste pour enchaîner ce que le temps passe, et du coup, comment c'est né un peu cet amour pour la communication, pour le marketing que tu as eu, à partir de ça un peu? Parce que tu dis, à partir de ton premier flyer, ce que tu as donné, qui était un truc un peu fait vite fait, tu as commencé à faire sur Paint, etc. Et comment, au fur et à mesure des années, des semaines, ça c'est devenu un truc qui te passionnait et sur lequel tu voulais travailler? En fait, je pense que la com pour moi c'est un outil, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est faire progresser les gens, c'est en gros les faire aller plus loin. Je me souviens j'ai eu plusieurs moments comme ça un peu de révélation, mais ça fait très spi quand je dis ça, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est une fois, je me souviens, j'étais à un concert et j'étais au milieu de la fosse et d'un coup j'ai une compréhension de je sais pas, c'était une image ou je sais pas quoi qui m'est venue, que tous les gens dans cette salle là ils avaient des centaines de choix face à eux et ils savaient pas vers qui se tourner pour avoir des conseils. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est pas moi qui allais donner les conseils, mais j'allais trouver des gens qui avaient des conseils et j'allais les communiquer, ce qu'ils faisaient et les faire connaître. Donc je dirais que moi, j'ai pas forcément un amour pour la com en tant que com, mais j'ai un amour, une envie et une passion, une mission qui est de faire progresser les gens. J'ai envie qu'ils aillent de l'avant, j'ai envie qu'ils réussissent leur projet, j'ai envie qu'ils aient des couples épanouis, des vies épanouies, j'ai envie de tout ça. Donc en gros,
l'outil que moi j'ai trouvé, c'était de réussir à mieux communiquer les bons projets qui se faisaient et communiquer des bons messages. Donc ça a été, c'est ce qui m'habite. Et ensuite, après, je pense que via la communication, j'ai eu c'est un bon moyen d'expression aussi, la communication. Donc en gros, t'en as qui écrivent des livres, il y en a qui veulent prendre la parole sur scène. Communiquer, c'est aussi transmettre un message. Et ça m'a passionné. Surtout quand tu peux émettre de l'image, tu peux émettre du style. Donc ça m'a bien plu. Et quand tu communiques bien, tu casses les stéréotypes. Donc, je me souviens, dès les débuts, j'étais très intentionnel dans mes choix des images, de sorte à communiquer une image différente, quelque chose de pertinent. Donc voilà un petit peu comment ça a commencé. D'accord. Donc comme tu dis, vraiment, ça tout découle de la vision à la base que tu avais eue de pouvoir guider les personnes, etc., de valoriser les personnes, les profils, etc. Par partir de cet événement. Et après, ça veut dire, dans ta lancée, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera la communication et dans 10 ans, ça peut très bien être un autre support. La vision sera la même, quoi. Ok, ça marche. Parce que là, actuellement, on parlait quand tu as commencé l'agence, à toi, à la base, tu sortais d'un diplôme, un DUT, il me semble, non, c'est ça? Ok, donc à la base aussi, quand tu as commencé aussi, ce que je me posais comme question, quand tu as commencé un peu l'agence, vraiment à ses débuts, vous aviez quoi avec Thomas? Vous aviez pas 20 ans, ouais. Et donc, vous deviez faire face aussi à ce que tu me disais avant, où les gens, pour les gens, c'était pas forcément possible de travailler dans un milieu chrétien comme ça. Et comment vous avez vécu ça, le fait de se lancer à 20 ans? De lancer un peu avec les connaissances que vous aviez juste avec le DUT du coup, le fait de pas connaître grand chose en entrepreneuriat, mais juste avec du coup la vision que tu avais, que tu m'as partagée, et un peu le sentiment d'être un peu illégitime. Ouais. Tu sais, il y a cette citation que j'utilise souvent ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Okay. Moi, je pense que j'ai un côté très parfois naïf. Et donc du coup, je me suis jamais dit que c'était pas possible en fait, dans le sens où je me suis toujours dit, mais on va le faire, c'est tout. Donc à le dire comme ça paraît une évidence, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mon DUT et pendant tout mon DUT, avec Thomas, on avait fait plein de projets. On avait lancé 2 sites. On avait fait le site aussi de notre église, de notre groupe de jeunes. On avait créé l'équivalent du Top Chrétien, mais pour les jeunes. Déjà à l'époque, Eric Sellery nous avait proposé de rejoindre le Top Chrétien pour développer ça. J'avais déjà fait beaucoup de projets en fait en bénévole à côté de ça. Et ensuite, après, grâce à ce projet-là, j'ai rencontré beaucoup de monde, en fait. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et en fait, sincèrement, je pense que ce serait intéressant de parler aux gens qui m'ont rencontré à l'époque. Mais je pense que les gens se disaient, lui, je sais pas d'où il débarque, mais je pense qu'il a pas compris le contexte. Je pense qu'il y avait un côté, genre, il devait se dire, lui, il va se mordre les doigts. Vraiment, il y avait ce côté, mais on n'ose pas lui dire, tu sais. Je pense qu'il y avait de ça. Je pense qu'il est pas conscient que le contexte est compliqué. Mais ils osaient pas me le dire. Je pense qu'ils osaient pas me le dire. Parce que moi, j'étais convaincu. Et puis, tu sais, t'as 20 ans, t'es un peu fou, t'as des rêves un peu nuls. Et les gens, ils veulent pas te casser sous les ailes, casser les ailes. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que cette genre de folie, je me souviens de différentes personnes qui justement voyaient ça et me disaient David, viens dans mon équipe, David. Et en fait, ils essayaient déjà, alors que j'étais au tout début, de me recruter parce qu'ils sentaient cette flamme-là. Et je sais pas ce qui m'a pris, c'était un bon choix maintenant avec du recul. Mais en fait, je me suis toujours dit non, je vais pas bosser pour quelqu'un parce qu'en fait, l'ambition est trop grande. Si je veux aider la France entière ou même la francophonie, il faut que je travaille pour un max de personnes. Donc je dirais qu'il y a une part de folie en fait dans ce que j'ai fait et donc c'est ça qui m'a permis un peu d'avancer. Ouais. Tu penses que c'est important cette part de folie quand tu entreprends n'importe quel projet? Ouais, je pense. Ouais. Après ça dépend dans quoi, tu vois. Mais je dirais que il y a 2 ingrédients. J'ai fait quelque chose que les gens à l'époque ne faisaient pas.
Donc en fait, c'était facile d'attirer l'attention. Donc déjà, je pense que c'était surprenant. Donc les gens étaient curieux. Et ensuite, j'étais convaincu. À l'époque, je pense que je l'étais plus que maintenant encore. J'avais tu sais, c'est vraiment cette conviction du petit con en fait, hein, qui est convaincu de ce qu'il fait en fait. Et après, j'ai toujours été respectueux, tu vois, jamais dire ce que vous faites c'est nul. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours été très respectueux. J'ai toujours valorisé ce que les gens faisaient et sincèrement, parce que je savais le prix que ça a coûté pour l'avoir vu. Mais j'ai toujours essayé d'essayer de rêver en fait. Hein, l'avantage que j'avais, c'est que j'ai un père qui m'a fait beaucoup voyager quand j'étais jeune, parce qu'il était pasteur d'un mouvement, un petit mouvement qui se lançait en France d'église, mais aux États-Unis c'est un énorme mouvement, c'est un mouvement Foursquare. Et du coup, il nous invitait tous les étés à aller aux États-Unis. Et mon père, en fait, inconsciemment, il m'a formé, mais je pense que c'était conscient. Il m'a formé dans la foi et il m'a formé aussi en voyant des méga churches américaines. Donc il m'a initié là-dedans et c'est lui qui me disait la francophonie. Et en fait, il a semé des grands rêves dans ma tête. Alors après, il s'en est mordu les doigts parce qu'après j'ai voulu aller beaucoup plus loin et lui, il avait pas envie d'avancer à ce moment-là. Donc je pense qu'il a regretté après. Mais en fait, j'ai été dans la continuité de ce que lui, il avait envie, tu vois. Il a semé en moi ça. Et ensuite, après, les années ont passé. Donc, je pense que j'ai bossé 3-4 ans comme ça à fond. Et après, j'ai eu un super mentor, Éric Sellerier. Et Éric Sellerier, il m'a explosé le cerveau encore plus. Je l'ai rencontré à mes tout débuts, Éric Sellerier. Okay. C'est un des premiers. C'était un client pour qui je travaillais qui s'appelait Famille Je t'aime. Et Éric Sellerier, je crois, il était dans le board, dans le comité. Et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est à ce moment-là, justement, qu'il voulait nous recruter. Moi, j'ai continué mon chemin. Et ensuite, des années ont passé, on s'est rencontrés 2-3 fois. Et après, je lui ai demandé de devenir mon mentor. Et lui, il m'a vraiment encore plus explosé le cerveau. Donc, ce côté fou possible, il l'a amplifié. Ouais. Donc ça, c'est un conseil, je dirais, pour quelqu'un qui se dit, moi, je veux me lancer, mais ce côté folie, je sais pas comment m'y prendre, je l'ai pas ça en moi, tu vois. Moi, ma recommandation, c'est colle-toi à quelqu'un qui l'a, parce que tu vas voir en fait que c'est contagieux, ce genre de choses. Et soit, avec le temps, tu vas développer ta propre folie, je dirais, soit, en fait, tu vas partager la folie d'un autre. Moi, d'une certaine manière, au début, c'était la folie de mon père. Mon père, on était dans une petite église et tout ça, et il rêvait grand, il disait ce qui se passe aux États-Unis, on va pouvoir le vivre ici. Donc, il y avait un côté fou, tu vois, il a toujours été un peu fou dans sa manière de faire. Et du coup, moi, j'ai continué, en fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce truc-là. Et ensuite, après, j'ai eu un Éric Sellerier qui m'a encore plus ouvert mes chakras, si je peux le dire en rigolant comme ça. Donc mon conseil, si t'es un jeune et que tu dis ouais, j'entends ça, mais moi je sais pas parce que j'ai pas cette folie-là, colle-toi à quelqu'un qui l'a en fait. Oh, mais je vais te faire un peu de pub parce que c'est vrai que personnellement, c'est un truc que j'ai réalisé là, au week-end coaching que tu avais organisé il y a 3 ans. Donc là, je te fais un maximum de pub. Le fait effectivement de se confronter avec d'autres personnes qui soit avec une personne ou soit même avec un groupe de personnes qui d'une manière ou d'une autre sont vraiment fous, rêvent des choses de malade et voient des choses possibles là où normalement c'est impossible. C'est vrai que instantanément en fait c'est méga contagieux quoi. Tu peux pas rester sceptique trop longtemps quand t'es à côté d'un mec fou quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis en fait je pense que ce qui limite énormément. Alors, tu as toujours des exceptions, hein. Donc il faut pas faire des exceptions à la règle. Il y a toujours des gens qui sortent de nulle part, qui ont jamais eu de contexte et qui viennent avec des trucs de fou. Mais la plupart, je pense 99% des gens, c'est parce qu'ils ont été bien entourés. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui bloque la plupart des gens, c'est qu'ils sont dans des contextes où on les tire vers le bas. Et en fait on leur dit c'est pas possible, c'est pas comme ça. Et en fait les gens se rendent pas compte parce qu'en fait ils répètent ce qu'ils ont entendu. Ils répètent et je pense qu'à chaque fois que tu prendras quelqu'un qui a accompli quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, tu verras que cette personne-là, elle a dû souvent s'extraire de ses relations, parfois de sa famille, parce qu'en fait elle avait besoin de penser différemment. Et pour aller dans ton sens, c'est un peu ça l'idée des week-end coaching, c'est d'être entouré de gens qui en fait qui ont envie d'y croire et parfois on a envie en nous d'aller de l'avant, on a des rêves, mais notre entourage il nous tire vers le bas.
Tu vois, il nous tire vers le bas, il nous tire vers le bas. Et en fait, c'est pas conscient. Il se dit pas le matin, tiens, je vais casser les rêves de Clément, je vais lui faire du mal et tout ce qu'il a en tête, je vais lui dire que c'est nul. Non, les gens, en fait, ils parlent avec leur peur, avec leur éducation. Ils vont dire, mais Clément, c'est quoi cette histoire de podcast? Mais c'est quoi ce truc-là? Mais arrête, tu vas déranger et puis tu vas dire quoi? Et en fait, ils vont te rabaisser, mais inconsciemment parce que ça fait écho à leur propre échec, à leur propre manière de penser. Et en fait, c'est pas conscient. Et c'est pour ça que c'est insidieux. C'est que la plupart des gens ne se voient pas comme des gens qui rabaissent, mais dans la réalité, c'est ce qu'ils font. Et d'où l'importance d'être super bien entouré. Et ça, c'est un des. Tu verras tous les coachs ou les vont te dire la première chose à faire quand tu veux accomplir quelque chose de dingue, c'est revois tes 5 amis, quoi. Essaye de t'entourer de 5 nouvelles personnes qui, eux, sont pas des gens qui limitent, mais au contraire qui te tirent vers le haut. Ouais, je suis d'accord. Ça me faisait penser à une phrase, un truc qu'on connaît, c'est si tu traînes qu'avec des moches, en gros, c'est parce que tu parais plus beau. et souvent, vaut mieux traîner avec des personnes beaucoup plus belles, ça nous pousse à devenir plus beau pour pas paraître le plus moche du groupe, quoi. C'est ça. Et dans ce sens-là, en fait, on pourrait en parler pendant des heures, ce sujet, mais ton environnement, en fait, les gens avec qui tu fréquentes disent beaucoup sur toi. Soit, comme tu dis, tu es avec des gens qui sont en dessous, et du coup, en fait, c'est toi le chef dans ta tête, et du coup, tu es hyper fier de toi, tu dis, ben voilà, regarde, moi je fais ça, et donc, du coup, tu te valorises, mais tu progresses pas plus, parce qu'en fait, tu n'es pas challengé. Soit tu fréquentes des gens qui sont beaucoup plus loin que toi, et eux, en fait, ils te challengent parce que tu es le petit du groupe, mais tu as les dents longues, donc tu veux apprendre d'eux, tu veux grandir, et du coup, ça te tire vers le haut. Moi, je pense qu'il faut trois sphères de relations. Il faut la sphère de relation avec des gens que tu tires vers le haut. Ensuite, il faut une sphère de relation avec des gens qui sont des pairs, c'est-à-dire en gros qui sont à peu près à un même niveau que toi et avec qui tu vas grandir. Et en fait, c'est comme ta meute, c'est les gens avec qui ont envie d'aller de l'avant, et tu vas être challengé en fait avec eux, et tu vas pouvoir partager parce que vous vivez les mêmes choses. Et ensuite, tu as un autre clan ou un autre type de relation, c'est les mentors, c'est les inspirations, c'est les gens qui eux sont beaucoup plus loin que toi. Et en fait qui te challenge, et qui rien qu'à leur contact tu es en train d'apprendre. Et c'est important d'être intentionnel sur ces 3 sphères, parce que moi souvent, régulièrement, je pense tous les 3 ans, j'essaye de revoir mes relations, surtout sur mon 3e niveau, parce qu'en fait au bout d'un moment, les gens que tu fréquentes, tu as atteint leur niveau. Donc moi, les gens que je fréquentais qui étaient des mentors, et ben en fait j'ai atteint leur niveau. Alors, j'ai pas leur expérience, qui sont souvent plus âgés et tout ça, mais dans les choses que je voulais atteindre, je les ai atteints. Donc, j'ai besoin de trouver des nouvelles personnes. Et ça me tombe pas tout cru. Tu vois, cette dernière année, par exemple, la boîte a énormément grandi. On a passé le 1 million de chiffre d'affaires, donc c'est devenu vachement gros. Il y a eu des nouveaux défis, il y a eu plein de nouvelles choses. Et j'avais très peu de personnes autour de moi qui avaient passé ce cap-là, en fait. Et du coup, j'ai dû intentionnellement essayer de chercher des nouvelles inspirations, des nouveaux mentors qui, eux, étaient beaucoup plus loin. Donc, du coup, maintenant, j'ai un mentor qui a bâti une énorme boîte avec des milliers de salariés et qui fait 70 millions à l'année. J'ai une autre mentor qui, elle, a fait 400 millions. Enfin, des gens qui ont des énormes empires. Et le temps que j'atteigne leur niveau, là, je pense j'en ai pour 10 ans, tu vois. Mais j'ai été hyper intentionnel, parce que leur manière de penser, leur manière de gérer leur temps, leur manière de gérer leurs relations n'a rien à voir avec les gens qui, aujourd'hui, m'ont inspiré. Ouais, je vois. Bon, comme le temps passe vite, je vais aller plein d'autres axes, mais je pense qu'on va rester vite un peu encore sur cet axe du coup. Comment, je pense que tu avais répondu un peu au début, mais comment ces personnes-là qui sont en général soit des entrepreneurs haut niveau ou n'importe quoi, des rêveurs haut niveau, etc. Comment tu les approches quand ils sont vraiment très haut niveau? Toi, par exemple, tu parlais d'entrepreneurs à plusieurs millions, etc., dans lequel tu essayes de t'entourer. Comment tu procèdes? Est-ce que tu laisses ça naturellement faire, ou comme tu dis, tu es proactif, et comment tu procèdes? Il y a 2 axes. Il y a un axe, c'est il y a des gens, ça sert à rien que tu connectes avec eux, tu es trop loin. En gros, je te donne un exemple. Pendant un temps, moi, j'étais intégré dans un réseau avec des ministères internationaux américains, mais vraiment très, 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 très haut. Et moi, j'étais dans cette sphère-là.
Et en fait, on discutait, il y avait des relations, mais j'ai pas essayé de connecter avec eux parce que j'étais pas assez haut. Donc en fait, les discussions qu'on allait avoir étaient trop décalées et les conseils qu'ils allaient me donner étaient. Alors bien sûr, ils pouvaient me donner 2-3 petits conseils. Tu vois, je t'entends, je leur posais des questions, mais j'ai pas essayé d'en faire mes mentors parce que je sais que ils étaient à des années-lumière. Ou même à cette époque-là, j'avais eu accès à des gens qui, pareil, pesaient des centaines de millions, mais mon monde et son monde n'avaient rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai pas essayé d'être proactif dans cette relation parce que je me suis dit je suis pas prêt. Donc déjà il y a une première question, c'est à quoi bon connecter avec quelqu'un, tu vois, d'essayer de prendre son temps, ses conseils. Alors une fois ponctuellement oui, mais en faire ses mentors, je pense que c'est prématuré. Surtout que ces gens-là, souvent s'ils regardent et la plupart des gens que j'ai remarqué qui ont super bien réussi dans plein de domaines, ils aiment partager leur expérience. C'est de base ils aiment. Par contre, ils aiment être en relation avec des gens qui ont les mêmes. C'est comme s'ils se retrouvent quand ils étaient plus jeunes. Tu vois. Et donc en fait, ce qu'ils aiment voir, c'est déjà un début de réussite. Donc en fait, la première chose à faire, c'est de se focaliser déjà soi-même sur avoir accompli certains succès. Parce que quand tu as commencé à avoir tes premiers succès, en fait, quand tu rencontres des gens, ils se disent « Ok, c'est peut-être petit, mais je me retrouve 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière et j'étais exactement pareil. » Et l'énergie qu'il y a derrière, ils la ressentent. Et ils se disent « Ok, en fait, là, ce gars-là, je vais l'aider et je sais que mes conseils, ils vont être utiles. » En fait, c'est bête à dire, mais les personnes qui ont atteint des sommets, ils n'aiment pas perdre leur temps et ils aiment bien investir. Donc en gros, généralement, la première chose à faire, c'est leur montrer que tu es un bon investissement. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Donc la première chose, c'est de se dire, ok, est-ce que la personne, je ne vais pas lui faire perdre son temps. Première chose. Donc deuxième chose, c'est essayer d'accomplir soi-même un maximum de choses pour essayer de montrer, en gros, je dirais pas que je suis digne d'être investi, mais regarde, je me donne les moyens. Et ensuite, il y a un troisième axe, c'est la règle de l'influence. C'est-à-dire, si tu veux gagner l'influence de quelqu'un, ses conseils, voilà, donne-lui de l'influence. Et même si c'est à ton niveau, fais ce que tu peux. Donc moi, comment j'ai introduit, j'ai fait exactement ce que tu es en train de faire là maintenant, c'est que j'avais un site et je faisais des interviews. Et je rencontrais plein de monde grâce à ça. Donc, je donnais de l'influence à plein de gens. Ensuite, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'organiser un événement et j'ai invité les gens que je rêvais de rencontrer. Je les ai invités comme conférenciers dans cet événement. Et c'était un petit événement. Il y avait une centaine de personnes, 150. Mais c'était innovant. Pour l'époque, c'était très innovant. J'avais pas de moyens financiers. J'ai fait ça avec les moyens du bord. Et en fait, ça m'a permis d'inviter. On a été les premiers à avoir invité Hillsong. C'était Hillsong Paris, mais ils n'avaient jamais fait de concert à l'époque. On a été les premiers à les inviter. On avait invité des Américains. Impact, on est les premiers à les avoir fait jouer en France. À l'époque, on a été Kevin Moore, qui est un mentor encore pour moi. On l'avait fait venir. Donc, en fait, c'est donne de l'influence. Donc ça, c'est le meilleur moyen d'approcher quelqu'un, c'est de le servir. En fait, quand tu lui apportes quelque chose, en fait, tu prends pas de son temps, tu lui donnes, et dans cette relation-là, tu vas apprendre. Donc moi, ça, je dirais, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Moi, actuellement, je suis l'homme le plus frustré au monde parce que j'aurais envie de développer ce point encore pendant 1h30 à peu près. Bon, on peut continuer à une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes? En fait, une quinzaine de minutes, je pense que du coup, on va en profiter parce que j'ai une question finale qui reste de prendre un peu de temps. Vas-y. Je suis en train de me dire, peut-être on va investir dessus. Vas-y. Tu choisis une question plus sentimentale ou plus pragmatique? Tu préfères quoi? J'en ai prévu les deux, vas-y. Allez, go, c'est parti. Premièrement, déjà, si tu recroiserais du coup le David qu'on a vu il y a 20 ans quand tu as commencé Progressive Media, avec Thomas, etc., avec un peu cette folie, tout ça, si tu le recroiserais là dans la rue, qu'est-ce que tu lui dirais de spécial? C'est une question compliquée. Ouais, c'est une question passionnante. Je lui dirais, fais pas trop de promesses. Réduis tes promesses que tu fais aux gens. Donc ça, c'est la première chose que je lui dirais. C'est-à-dire, dis moins de choses et passe plus à l'action.
Ensuite, je lui dirais... je lui dirais t'es dans la bonne voie, donc continue comme ça. Je lui dirais aussi, je pense que j'aurais grandi plus vite si je m'étais fait accompagner, genre que ce soit une thérapie ou un coaching plus tôt, parce que ça t'aide vachement à avoir un recul sur toi-même. Moi, je l'ai fait assez tard, en fin de compte. J'ai fait une thérapie et un coaching. Et moi, j'avais souvent l'idée que c'était en gros, les cas sociaux qui se faisaient accompagner quand tu avais vraiment vécu un drame dans ta famille ou voilà. Et en fin de compte, pas du tout. En fait, ça t'aide juste à avoir un recul sur toi-même, à identifier tes blocages. Enfin, c'est juste passionnant. Moi, je vois vraiment un avant, un après. Souvent, on me pose cette question, quel est un des meilleurs investissements que tu as fait? Je dis, je pense que c'était vraiment le coaching et la thérapie. Donc je dirais David, fais-toi accompagner. Et je sais qu'en tant que jeune, j'aurais dit mais à quoi bon, c'est un truc de loser. Et j'aurais dit non, parce qu'en fait la plupart des gens qui ont accompli des grandes choses se sont fait accompagner, mais ils le disent pas parce qu'ils ont honte ou ils veulent pas. Tu vois, c'est un peu leur intimité, donc ils osent pas le dire. Mais c'est dingue le nombre de personnes en fait qui sont tout en haut et en fait qui ont eu des coachs, qui ont fait des thérapies, des thérapies de couple, des thérapies personnelles, des séminaires, tout genre de choses. C'est juste qu'ils en parlent pas sur tous les toits parce que c'est de l'ordre de leur intimité. Donc je dirais fais-toi accompagner, ouais. Ah, super, ouais. Donc les trois axes, enfin les trois choses que tu dirais, ça serait, pour résumer, tu lui dirais, bon déjà que t'es sur la bonne voie, ne fais pas trop de promesses et fais-toi accompagner un maximum, quoi. Ouais, ça serait les trucs. Après, il reste sûrement d'autres choses à dire, mais ouais. Mais oui, je pense que dans la vérité, enfin dans la réalité, je pense qu'on écrirait un blog juste pour soi de 20 ans, ouais. avec une cinquantaine d'articles pour toutes les erreurs qu'on a faites. Exactement. Mais déjà, ouais, je vois très bien les axes que tu veux dire. Et une dernière question. Si t'avais une lettre à écrire pour tes deux fils, du coup maintenant 3, une dernière lettre à écrire, elle est encore plus galère que la dernière. Et si t'as une dernière lettre à écrire, qu'est-ce que t'écrirais dedans? Après, niveau espace, on va dire t'as de la place. Que c'est Elle est géniale cette question. Tu sais qu'en plus je me suis acheté un vieux, un genre de carnet comme ça qui fait un peu chevalier avec un genre de grimoire. Tu sais, je me suis acheté ça et j'écris dedans. Cool. J'écris dedans des trucs que je veux que mes enfants ils l'auront que quand je serai mort. Donc j'ai commencé à écrire dedans des choses. Cool. Donc cette question, je la trouve passionnante. Je leur dirais. C'est marrant parce qu'il y a un truc qui est c'est un paradoxal ce que je vais dire, parce que je vais dire le tout et son contraire. Et je pense que d'ailleurs c'est ça le défi de la vie, c'est qu'en fait la vie est un paradoxe. Donc en gros, en fait, je leur dirais vis l'instant présent, mais comme jamais. En gros, fais tes rêves, aime tes amis, aime ta femme, gagne de l'argent, voyage, accomplis tes rêves, mais vraiment vis les choses intensément, tu vois. Donc ça, je dirais, ce serait un des premiers trucs que je leur dirais, c'est vis les trucs à fond. Et à côté de ça, je dirais, pense au long terme. C'est ça qui est paradoxal. C'est en gros, vis les choses intensément, parce que quand t'es intense, les gens aiment les gens intenses, et quand t'es intense, t'es magnétique, t'attires les gens autour de toi, et puis toi, tu as une vie incroyable. Et en même temps, quand tu fais ça, et en même temps que tu accomplis ton rêve, c'est-à-dire que tu arrives à kiffer ta vie et accomplir un rêve pour ta famille et pour toi-même, en fait, c'est génial, parce qu'en fait, tu kiffes ton quotidien, et en même temps, tu prépares ton futur. Mais c'est un peu paradoxal, parce que tu as des gens qui vivent dans l'instant et qui s'en foutent des conséquences. Et en fait, ils kiffent l'instant, mais quand ils se retrouvent plus tard, ils sont dégoûtés. Et t'as l'inverse, t'as les gens qui pensent toujours à demain, qui économisent, qui font attention et qui ont des vies ultra rigides, et en fait qui souffrent parce qu'en fait ils ont une vie pourrie, et ils se disent plus tard, mais ça marchera jamais. Je me souviens une fois aux États-Unis, il y avait j'avais pris un Uber, et là c'était une dame qui conduisait, elle devait bien avoir 60 ans, je pense. Et en fait passionnant, on lui demande son histoire.
Et en fait, elle raconte qu'elle était entrepreneuse, elle a une boîte qui faisait des millions, elle a super bien réussi, mais elle a été hyper dure, elle a divorcé parce que c'était trop intense, elle a mis de l'argent de côté, elle n'a pas pris de vacances, tu vois, elle s'est donnée à fond, elle a vendu sa boîte, elle a fait des millions, elle a investi dans l'immobilier, mais là, elle était seule, donc son mari était parti, et elle continuait, elle disait non, je vais pas prendre de vacances parce qu'un jour, et ensuite il y a eu le crash immobilier aux États-Unis, elle a perdu tout. Et elle s'est retrouvée chauffeur Uber, tu vois. Elle est passée de millionnaire à chauffeur Uber, à bosser comme une chienne. Et en fait, quand tu écoutais son parcours, elle était tout le temps en train de dire j'économise pour demain, j'économise pour demain, j'économise pour demain. Donc elle, c'est un extrême. Parce qu'en fait, le demain, tu le contrôles pas. Donc même si tu vis pour demain, tu peux devenir handicapé, demain, tu peux perdre demain, il y a une guerre, demain, il peut se passer n'importe quoi. En fait, si aujourd'hui, tu l'as pas kiffé, demain, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, j'ai un petit côté YOLO, tu vois, genre, vie à fond. Mais à côté de ça, le rêve, et c'est pas tout le temps possible, parce que ça dépend des métiers, mais le rêve, c'est quand tu arrives à kiffer ta vie et en même temps semer pour demain. Moi, la chance que j'ai, c'est que rencontrer des gens, vivre intensément, ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, parce que j'aime rencontrer des personnes, faire des soirées et tout ça, donc de m'amuser à fond et en même temps de développer mon projet et en même temps de bâtir mon équipe. Donc en gros, j'ai réussi à connecter tout ça. Donc moi, je dirais mes enfants, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est vivez le truc à fond, quoi. Vivez le truc à fond et en même temps, trouvez un moyen que en vivant le truc à fond, vous prépariez demain. Ouais, je vois, c'est vraiment trouver un équilibre entre ce qui se passe aujourd'hui et préparer son futur, quoi. Ouais, le mot équilibre, je sais pas si c'est le bon terme, ce serait trouver l'alchimie. Ouais. C'est en gros, c'est trouve un moyen de faire le truc qui te rend le plus vivant, tout en préparant le futur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est réussir à créer l'alchimie de ta vie qui fait que, par exemple, imaginons toi, tu me dis, moi en fait, les moments où je me sens le plus vivant, c'est quand je voyage dans le monde, ok ? Là, tu dis, j'adore ça, voyager, rencontrer des gens, découvrir des nouvelles cultures, manger du riz cantonné, des épices, et, des sushis, et là, je te dirais, crée un business dans le voyage. Fais en sorte que ce qui te rend le plus vivant soit l'outil qui va te permettre de préparer ton futur. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils décorrèlent les deux, tu vois. Et l'enjeu, c'est vraiment réussir à connecter les deux. Donc, le mot équilibre, oui, mais je dirais plutôt le mot alchimie. Quand tu parles d'équilibre, c'est pas le bon mot. Tu veux dire pas l'un au détriment de l'autre ou calmer l'un pour l'autre, c'est ça. Mais tu veux vraiment un mélange des deux qui... C'est ça. Mais c'est une science qui est compliquée, hein, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent parce que ça te demande énormément de... ça te demande, à la fois de l'énergie, ça te demande de bien réfléchir, ça te demande d'avoir... Mais c'est un objectif à atteindre. Et je dirais ça, si j'avais vraiment un truc à dire à mes enfants, c'est ça. Tu vois, j'ai essayé vraiment de réfléchir, c'était quoi le cœur du cœur de ce que j'aurais envie de leur laisser, je leur dirais ça. Écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, David. Avec grand plaisir. Merci, beaucoup pour... franchement, je pensais pas qu'on allait prendre cette tournure-là. À chaque fois, c'est ça, de toute façon, je sais jamais la tournure que ça va prendre. Génial. Mais c'était vraiment super, super intéressant. Et puis moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté déjà premièrement, donc déjà c'est cool. Et j'en suis persuadé que ça va apporter un max aux jeunes qui vont écouter l'émission podcast, quoi. Excellent. Super. Est-ce que tu aurais juste des liens à donner, des pubs, je sais pas, un événement que tu fais en ce moment ou quelque chose que tu aimerais bien pour les gens qui veulent aller plus loin, qui disent ok David c'est cool ce qu'il partage, j'aimerais bien en savoir plus sur lui ou... Là en ce moment je fais quasiment je fais tous les jours une vidéo, donc de petits conseils de quelques minutes, donc faire un tour sur mon Instagram, et puis je prépare pour 2020 un gros événement pour les leaders et pour les gens qui ont envie d'aller de l'avant, avec des invités, ça va être du jamais vu en France. Ça va être, j'en dis pas encore plus parce que c'est en train de se mettre en place, mais suivez sur les réseaux sociaux parce que il y a un truc bien qui va venir. Trop cool. Donc ça c'est cool, ouais. Trop cool. Donc je mettrai dans tous les cas, vous inquiétez pas, tous les liens dans la description. Il y aura le blog aussi, là où il écrit des articles, il n'en a pas parlé. Mais je vous invite aussi fortement à lire les articles, à écouter son podcast aussi. Et à suivre sur Instagram et à suivre son événement du coup très prochainement. Et écoute, merci encore David. Et puis
J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Dans tous les cas, j'en suis persuadé. Et puis à très bientôt. À très bientôt.